Cette start-up permet de fabriquer notamment du kérosène, du e-kérosène pour les avions. Kérosène vert, électricité végétale, taxi volant, métavers. Bienvenue à Vivatech 2022. Cette semaine, dans Monde Numérique, spécial salon de l'innovation à Paris. On parlera notamment de mobilité avec pas mal d'innovations, y compris en matière de cybersécurité à bord des véhicules du futur. C'est un projet de chaîne de détection et de réaction pour des attaques cyber qui auraient lieu sur des véhicules. Et puis cette année, Vivatech a accueilli des start-upers pas comme les autres, des entrepreneurs ukrainiens et surtout ukrainiennes. Ми розповідаємо про те, наскільки Україна технологічно розвинена країна. On veut montrer au monde comment la tech ukrainienne fait face aux défis qu'elle a aujourd'hui dans le pays en guerre. Bienvenue dans cet épisode pas comme les autres, bienvenue dans Monde Numérique numéro 52. Un épisode pas comme les autres, car j'ai un chiffre à partager avec vous. 500 000 écoutes depuis le début de Monde Numérique, qui fête aujourd'hui sa première année d'existence. Voilà, premier anniversaire. Monde Numérique avait été lancé en juin 2021, à l'occasion de Vivatech déjà. Alors 500 000 téléchargements, j'en suis évidemment ravi. Un grand merci à vous qui montrez votre intérêt pour cette émission hebdomadaire et pour les différents bonus que je vous propose. En un an, pas mal de choses ont évolué, comme par exemple la mise à disposition des interviews en épisodes séparés. J'ai encore plein d'idées que j'espère pouvoir vous proposer dans les mois qui viennent. La magie du podcast, c'est sa souplesse, notamment en termes de format. J'ai aussi plein d'idées de sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vous-même des propositions. Vous pouvez m'écrire à l'adresse jerome@mondenumérique.info. Et puis comme d'habitude, surtout, abonnez-vous au podcast Monde Numérique sur l'appli de votre choix. Notez l'émission avec des petites étoiles, postez les commentaires. Cette semaine, merci notamment à Nico7789, à Philippe et à Zineb. Beaucoup de monde cette année au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris pour la 6e édition du salon Vivatech. Le renouvellement du bail, Alors Vivatech, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon où l'on peut découvrir un peu toutes les tendances en matière d'innovation technologique dans tous les domaines, commerce, santé, mobilité, télécom, etc. Des innovations principalement françaises, mais pas seulement, aujourd'hui au-delà de la France, européenne ou même d'autres pays dans le monde. C'est la 7e année, 6e édition de Vivatech, après une édition annulée en 2020 à cause du Covid évidemment, et une édition allégée, hybride, moitié en présentiel et moitié à distance en numérique en 2021. Un salon qui a été lancé en 2016 et notamment pour valoriser la French Tech. Pas d'annonce majeure en matière de technologie malgré tout à Vivatech. C'est pas comme le CES de Las Vegas ou le Mobile World Congress de Barcelone où on découvre vraiment les toutes dernières nouveautés. Ici, les rois de la fête, ce ne sont pas Google, Microsoft ou Samsung, même si certains de ces grands acteurs sont présents. Non, c'est plutôt LVMH, Orange ou La Poste qui occupent le terrain, qui viennent ici pour montrer comme elles sont modernes et innovantes. Alors c'est ainsi qu'on trouve beaucoup de startups qui sont hébergées par ces grands groupes et qui présentent leurs innovations. Il y a de bonnes idées, parfois assez innovantes, des moins bonnes aussi, dont on n'entendra plus parler dans un an. Beaucoup d'exposants, beaucoup de stands et puis des conférences de toutes sortes. Ça va de Yann Lequin au président ukrainien Zelensky qui est même apparu en pseudo-hologramme. Vivatech, c'est à la fois un salon professionnel, B2B, où des pros parlent aux pros, où des étudiants se renseignent sur les métiers du numérique, où des grandes entreprises courtisent les étudiants aussi. Et puis c'est un salon grand public également avec une journée ouverte à tous ce samedi, à condition quand même d'acheter un billet. Alors du coup, ça a aussi un petit côté parc d'attractions Vivatech. On peut essayer un exosquelette, par exemple, sur le stand de la Poste. On peut conduire un TGV sur le stand de la SNCF, écouter une fusée décoller chez De Vialet ou encore voir une ébauche de métavers. En tout cas, c'est un salon à taille humaine, bien moins écrasant que le gigantesque CES de Las Vegas. Et je vous y emmène tout de suite.
Cette année à Vivatech, on parlait mobilité, futur du travail avec le métavers ou encore environnement. Un thème majeur, l'environnement, avec par exemple des ordinateurs en matière recyclée et entièrement recyclables. Par exemple, chez Dell ou chez le fabricant britannique Pentaform. Également présenter une voiture entièrement fabriquée, enfin en tout cas 95% selon Renault en matériaux recyclés recyclables. C'est la Renault Scénic Vision qui par ailleurs arbore un look de science-fiction incroyable avec son volant en forme de commande d'avion et des compteurs éclatés tout autour du tableau de bord. C'est à voir si vous passez à Vivatech. En matière d'environnement, les grands groupes industriels aujourd'hui sont évidemment très actifs, notamment avec ce qu'on appelle les démarches RSE, responsabilité sociale environnementale des entreprises. Et du coup, ils veulent le faire savoir. Il y a sans doute là-dedans évidemment pas mal de greenwashing. Certains vous diront que c'est nécessaire, un peu de greenwashing, pour initier de vraies transformations. Et puis il y a aussi de vraies innovations, et notamment qui proviennent de certaines startups. Cette start-up permet de fabriquer notamment du kérosène, du e-kérosène pour les avions. Nous sommes sur le stand de Engie, spécialiste français de l'énergie, qui a investi récemment dans une start-up allemande, Ineratech, qui présente sur le salon Vivatech une drôle de machine capable de transformer de l'hydrogène en kérosène non polluant pour les avions. Alors on est plus dans la chimie que dans le numérique. Explication de Stéphane Quéré du groupe Engie. C'est-à-dire que le surplus d'électricité renouvelable qui n'est pas consommée, vous savez que l'énergie renouvelable c'est aléatoire et donc comment fait-on quand on ne consomme pas alors que ça produit? Donc cette électricité renouvelable peut être récupérée et par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire que l'électricité qui passe dans de l'eau sépare les molécules de H2, d'hydrogène, d'oxygène, on récupère cet hydrogène vert, on le combine avec du CO2 qui peut être récupéré par exemple à la sortie de centrales ou d'usines polluantes ou par d'autres procédés. La combinaison de cet hydrogène et de ce CO2 via une technologie qui a été développée par Ineratech permet de fabriquer des combustibles verts et notamment Ineratech développe du kérosène, du e-kérosène pour les avions. Ce qui est intéressant aussi dans cette innovation, c'est qu'elle montre le pont qu'il y a entre l'électricité renouvelable et un nouveau monde avec des molécules vertes pour la chimie, etc. Il y a des composés qui sont utilisés pour la chimie, qui auparavant étaient utilisés à partir de pétrole et qui vont pouvoir être utilisés notamment en utilisant l'hydrogène vert. Alors précision quand même, du kérosène vert, ça émet quand même du CO2 quand ça brûle dans les avions, mais c'est neutre en carbone si on considère l'ensemble du cycle, puisque le carbone qui est rejeté provient d'un carbone qui était déjà présent dans l'air. Autre innovation en matière d'environnement présentée à Vivatech. Un truc un peu fou. Une start-up parvient à allumer des lumières en branchant des prises électriques dans la terre. Bon, alors c'est un peu plus compliqué que ça en fait, mais en gros, il s'agit de fabriquer de l'électricité avec des ressources qui se trouvent dans le sol, comme l'explique le responsable commercial de BioEau, Victor Goncalves. C'est un process qui est assez complexe. Je vais essayer de résumer ça de manière très simple. L'idée, c'est que dans la terre, il y a des microbes. Ces microbes-là, en fait, viennent détruire des particules organiques naturellement présentes dans la terre. Et lorsqu'elles font ça, lorsque ces microbes font cela, en fait, ils vont libérer des électrons. Ces électrons-là sont captés par un système spécifique qu'on a développé. Et à partir de ce captage-là, on va être capable, du coup, d'alimenter différents appareils électriques à basse consommation énergétique. Quel type d'appareil vous pouvez alimenter? Parce que j'imagine que ça ne produit pas beaucoup d'électricité. Oui, exactement. C'est une électricité qui est pour des appareils, par exemple, des points LED dans un golf, des points LED dans un jardin public, dans le cadre de la partie urbaine. Et dans le cadre agritech, on va être capable d'alimenter, par exemple, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le sud de l'Espagne avec Bayer Crop. On est capable d'alimenter des capteurs de température et d'humidité et d'émettre via des systèmes de communication basse consommation comme LoRa, par exemple, 3 à 4 signaux par jour. Et concrètement, l'installation se présente comment? Vous plantez des trucs dans la terre? Alors en fait, l'installation,
c'est comme des pots de fleurs, l'équivalent de pots de fleurs de 30 cm par 30 cm, qui sont totalement mis dans la terre, ou pas, en fonction de ce que vous voulez, mais ça peut être totalement mis dans la terre. Et ensuite, vous plantez par exemple du gazon, vous pouvez mettre des plantes si vous voulez, ou autre, mais vous pouvez l'avoir en visuel ou non visuel. C'est un choix en fonction des infrastructures qui sont souhaitées. Alors c'est une technologie qui paraît assez à la fois innovante et en même temps assez basique. Il y a un côté rustique presque, en tout cas rural. Le côté rural, oui, parce qu'en fait, on utilise de la terre sans modifier quoi que ce soit dans la terre pour générer l'électricité en fait. C'est un côté rustique, oui et non, parce que nous, on fait partie du changement biotechnologique. Donc l'idée, actuellement, on a des jolis parcs, mais qui n'ont pas de technologie intégrée. Ou sinon, elles sont totalement... c'est la technologie qui n'est pas connectée directement aux plantes. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser les plantes, la terre, tous ces éléments-là, comme éléments eux-mêmes technologiques. Donc c'est ça notre idée en fait. Donc pour moi, c'est à la fois... Ça a toujours existé, mais ça n'a jamais été développé en fait. C'est le fondateur qui s'appelle Pablo Vidart. C'est une personne qui a aujourd'hui 25 ans, qui a créé l'entreprise en 2015, et qui a eu un certain nombre qui a été invité par le Parlement européen, par exemple, qui a été reconnu comme la société la plus innovante d'Europe. Google aussi nous a mentionné à plusieurs reprises, donc on a eu pas mal de titres comme ça qui nous ont permis d'être plus visibles. Mais c'est une technologie en fait, oui, qui nous appartient exactement. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cela permette de produire suffisamment d'énergie pour alimenter autre chose que des petites LED par-ci par-là? Alors, à court terme, il y a quand même un process de développement du produit qui va prendre encore des années pour arriver à des quantités d'énergie suffisamment élevées pour pouvoir faire cela. Mais par exemple, à titre d'exemple, les dernières années, en 3-4 ans, on arrivait à multiplier par 10 l'énergie produite avec la Terre. Par 10. Sachant qu'on était à l'époque très peu, on était 3-4 personnes. J'étais pas encore présent dans la société, 3-4 personnes qui travaillaient sur la recherche et développement. Aujourd'hui, on est 15, donc on est capable d'aller beaucoup plus vite sur le développement de la technologie. Voilà, ça s'appelle Bio, BI2O, tout simplement. Vivatech, ce sont aussi des stands assez inattendus, comme par exemple cette année un stand de l'Ukraine. Beaucoup de monde sur ce stand, surtout des femmes, une quinzaine de startups représentées, et c'est Diana qui accueille les visiteurs. Ми розповідаємо про те, наскільки Україна технологічно розвинена країна і наскільки українська екосистема технологічна. Donc nous on dit ici aux gens, on présente l'écosystème tech ukrainien à tous ceux qui rendent visite sur le stand parce que on veut montrer au monde comment la tech ukrainienne fait face aux défis qu'elle a aujourd'hui dans le pays en guerre. Et on veut montrer à tout le monde que, en fait, la tech ukrainienne, elle souffre, mais elle remonte ce défi avec la fierté et elle est capable de proposer des solutions innovantes ici en France, aux entreprises françaises, aux partenaires et porter l'innovation aujourd'hui à Paris, à Vivatech. Que la tech ukrainienne, c'est quelque chose qui mérite d'être visible, d'être étudié et c'est quelque chose qui mérite la coopération forte ici en France. Être start-upper dans un pays en guerre, c'est quand même pas banal. Et pourtant, la tech, paraît-il, tourne à plein régime, toujours, en Ukraine, comme l'explique Dominique Piotet, président de la French Tech à Kiev. C'est le troisième secteur économique en Ukraine. Ça représente presque 10% du PIB de l'Ukraine. Et la tech est connue, l'Ukraine est connue pour ses développeurs. Et on a voulu montrer ça à Vivatech. Donc voilà, Vivatech nous a donné un stand. Et moi, j'ai fait venir 14 startups ukrainiennes pour représenter les couleurs de l'Ukraine. On dit que la tech est souvent très masculine, trop masculine. Et là, il y a essentiellement des femmes sur ce stand. Ah oui, il y a même pratiquement que des femmes sur ce stand, pour plein de raisons. D'abord, les hommes ne peuvent pas quitter l'Ukraine, donc c'est les femmes qui sont ici pour les représenter. Mais aussi, on a un écosystème tech en Ukraine qui est de plus en plus féminin. D'ailleurs, nous, on a soutenu WeTech, qui est Women in Tech en Ukraine. On a fait plein de programmes et donc, voilà, on a sans problème réussi à trouver 14 startups dont soit les fondateurs sont des fondatrices, soit les cofondatrices, soit elles bossent dans ces startups et elles sont folles de tech. Et comment est-ce qu'on travaille dans une startup à Kiev aujourd'hui ? Dans les sous-sols, sous les bombes. Ça a été dur, mais la résilience du peuple ukrainien est quelque chose qui nous inspire tous, évidemment. Et surtout, ils ont tous continué à bosser, en fait. Alors, c'est la beauté de la tech, on n'a pas besoin d'être au bureau. Et donc, on peut bosser d'un peu partout, mais
Mais c'est comme ça qu'on continue à bosser. 97% des ressources de tech sont encore au travail en Ukraine en ce moment. Donc c'est formidable. Alors ce sont des startups qui sont dans quel domaine ? Alors plein de domaines. On a plusieurs startups en agritech, intelligence artificielle, on a des startups dans la mode. On a une startup qui s'appelle Mosqueteer qui fait des appareils pour repousser les moustiques. Voilà, on a donc une grande diversité de startups dans plein de secteurs différents. Il y a des collaborations entre les entreprises de tech françaises et ukrainiennes ? Oui, il y en a. Alors, elles sont encore récentes, hein, c'est les débuts, mais il commence à y avoir ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept en commun, des projets en commun, mais aussi des investissements qui commencent à arriver. Gros morceau à Vivatech édition 2022, la mobilité sous toutes ses formes, avec par exemple le taxi volant Volocity de la société allemande Volocopter. C'est l'une des vedettes du salon, même si ce n'est pas la première fois qu'il est présenté. Un véhicule volant électrique impressionnant, équipé de 18 rotors. Il est capable de voler à la vitesse de 80 km/h à une altitude d'environ 200-300 mètres et d'emporter un passager et un pilote. Alors pour commencer, parce que dans le futur, il n'y aura plus du tout de passagers. En tout cas, c'est la promesse. Ce sera un taxi qui se pilotera réellement seul, de manière autonome ou bien à distance comme un drone. On devrait voir le Volocity en principe dans le ciel de Paris lors des JO de 2024. Volocopter a passé un partenariat avec la RATP, la Régie des Transports parisiens. Dans le même genre, il y a la voiture volante suédoise Jetson, un drôle d'engin qui fait un peu penser aux pods de Star Wars, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, plus concret et plus près de ce qu'on connaît, eh bien, la voiture, avec notamment un magnifique concept car signé Audi, des lignes totalement futuristes, on dirait la voiture de Batman, c'est la Skysphere, un roadster de luxe électrique qui peut même changer de taille. Mais les annonces en matière de mobilité, ce sont aussi des choses moins tape à l'œil, mais beaucoup plus concrètes, comme par exemple les annonces du groupe Software République. Bonjour Eric Fontaine. Bonjour Jérôme. Responsable de Software République. On rappelle un peu ce que c'est Software République ? Oui, Software République, c'est une alliance entre Thales, Renault, Dassault Systèmes, Atos, ST Microelectronics et Orange qui vise à transformer la mobilité, en particulier par le software, dans une logique d'écosystème parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire tout seul dans notre silo. Donc vous inventez tous les logiciels qu'on trouvera demain dans nos véhicules en fait. Alors, oui, on invente, je dirais, tous les logiciels pour la mobilité. Ça peut être dans le véhicule, ça peut être à l'extérieur du véhicule, dans des bornes de recharge ou sur des routes. Mais en tout cas, on essaye de concevoir ensemble des vrais produits, des vrais services. On n'est pas là pour faire juste des belles innovations, on est là pour faire du business ensemble pour effectivement faire cette transformation de la mobilité où il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, des grosses annonces à l'occasion de Vivatech, hein, et notamment une qui est assez étonnante en matière de cybersécurité, parce que la cybersécurité aujourd'hui, c'est une question vraiment importante en matière de mobilité, c'est-à-dire que on sait que nos véhicules sont et seront de plus en plus des ordinateurs sur roues. Qu'allez-vous faire dans ce domaine précisément ? Effectivement, un des premiers projets concrets que Software République délivre après un an, hein, donc on est encore tout jeune, mais c'est un projet de chaîne de détection et de réaction pour des attaques cyber qui auraient lieu sur des véhicules. Donc l'idée, c'est qu'avec Orange et Thales et Renault, on conçoive ensemble un nouveau système qui va permettre, à travers des briques d'intelligence artificielle et de machine learning, finalement de détecter des intrusions potentielles qui a eu lieu sur l'architecture électronique, les filtrer, sélectionner les vraies intrusions et ensuite les traiter en faisant toute la chaîne de réaction derrière pour protéger bien évidemment l'occupant du véhicule. Donc demain, si mon véhicule est hacké, le constructeur sera au courant, c'est ça l'idée, et qu'est-ce qu'il fera dans ce cas-là ? Oui, effectivement, que s'il y a une présomption de hacking parce que sur votre architecture électronique, il se passe des choses un peu anormales, on va avoir toute une chaîne d'analyse qui va essayer de comprendre ce qui se passe et à partir de cette chaîne d'analyse de proposer une réaction
qui pourra être soit de dire c'est pas grave, on fait rien, soit de dire vous devrez passer au garage, soit éventuellement de désactiver des fonctions si on considère qu'elles sont à risque, en disant peut-être que là temporairement vous aurez plus accès à votre multimédia ou à une autre fonction. Voilà, mais ça il faut bien évidemment le doser pour n'alerter le client que en cas de vrais risques et de vrais dangers. C'est-à-dire qu'en fait sur la voiture du futur il ne suffira pas d'installer un antivirus. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que les modes d'attaque peuvent être extrêmement variés. Et puis ensuite, les modes de réaction aussi doivent être extrêmement différenciés en fonction des types de risques qu'on fait prendre à travers cette connectivité. Alors, autre annonce de la part de Software République à l'occasion de Vivatech, ça concerne quelque chose de très concret, c'est la possibilité de recharger son véhicule à domicile ou en entreprise. Vous allez développer une borne électrique un peu particulière. Oui, en fait, on va, avec ST Microélectronique, Thales, Orange, on va développer, je dirais, la partie intelligence de la borne. Dans la borne traditionnelle, je dirais, c'est une prise où il y a des électrons qui transitent. Cette partie-là, elle est bien maîtrisée. Il y a plein d'acteurs sur le marché. Nous, ce qu'on souhaite apporter sur ce marché-là, c'est vraiment la partie cerveau, la partie connectivité, communication, cybersécurité. Donc, on va développer une brique hardware et software qui va permettre d'avoir des bornes plus protégées en matière de cybersécurité, puisqu'elles sont connectées aussi et qu'elles peuvent provoquer, être victimes aussi d'attaques. Également des bornes bidirectionnelles. Vous savez qu'aujourd'hui la voiture elle se charge, mais demain par rapport à tous les enjeux des renouvelables, il y a des moments où la voiture devra se décharger pour aider le réseau, par exemple dans les périodes de pointe. Et ça, il faut une borne pas chère et bien évidemment très connectée à la voiture pour le faire. Et puis aussi, on pense qu'on peut amener de la souveraineté parce que sur ces éléments-là aujourd'hui, en Europe, il y a des savoir-faire, il y a des startups, il y a des ETI qui font des choses très bien et on va faire des choses avec elles. Et les acteurs dans ce domaine sont plutôt étrangers, japonais, américains, chinois surtout. Oui, il y a beaucoup de bornes et beaucoup de composants qui viennent de Chine. Et nous, on pense que c'est vraiment un domaine stratégique puisque c'est la clé, c'est le robinet de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on a besoin d'avoir aussi une forme de souveraineté autour de ça. Vous savez que Software République, notre ADN est d'être souverain européen. Et donc, c'est ce qu'on amène aussi, ce qu'on va amener dans le monde de cette intelligence des bornes. Merci beaucoup, Eric Fenton. Et puisqu'on est dans le domaine automobile, à Vivatech, j'ai également rencontré une start-up qui a mis au point un système original capable de prédire l'endormissement au volant grâce à l'intelligence artificielle. Mais alors attention, pas juste un truc qui bip quand vous piquez du nez, un truc qui permet vraiment de prédire à quelle heure ou à quel endroit sur votre itinéraire vous risquez d'être fatigué et d'avoir sommeil. C'est la start-up Core4Tech et c'est son cofondateur Nicolas Vera qui en parle. Tout notre enjeu, en fait, c'est justement de ne pas détecter quand vous dormez que c'est le gros bouton rouge et qu'il est trop tard, mais plutôt de prédire l'endormissement afin de vous informer des premiers signes de fatigue jusqu'à 20 minutes avant les signes visibles. Donc en fait, quand on va vous prévenir que vous êtes fatigué, il est encore temps, en toute sérénité, de s'arrêter. Comment faites-vous ça ? Donc équipé d'une montre connectée où on va capter les informations de votre cœur, ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque, qu'on peut voir comme le frein et l'accélérateur de l'organisme, et relié à notre application mobile, on va faire un certain nombre de calculs qui nous permettent finalement en fait de regarder l'évolution de votre niveau de fatigue et la prédiction de la somnolence. Vous créez des modèles ? Donc aujourd'hui, notre modèle avec la variabilité cardiaque est très solide, avec une fiabilité qui est largement supérieure à 95%. Et finalement, on a utilisé cette fiabilité pour en conduite réelle avec nos clients, notamment des conducteurs routiers, mais aussi des commerciaux, pour essayer de comprendre le lien de cette information fiable avec d'autres critères comme le nombre d'heures de sommeil auxquelles vous avez dormi, les conditions de route, la pluie, le type de route, mais également des informations comme depuis combien de temps vous êtes levé. Finalement, en fait, on mesure grâce à toutes ces nouvelles informations, un peu votre capacité de batterie interne. Et finalement, quand vous commencez, est-ce que je suis à 100%, à 90% ou à 70% ? Et au fur et à mesure du trajet, combien j'ai déchargé ? Voilà, donc c'est un peu notre métier. Et maintenant, on travaille aussi à savoir combien vous rechargez pendant une pause pour donner un peu le parallèle avec le véhicule électrique qui est quand même finalement très d'actualité. Nous, on s'occupe finalement de votre capacité, de votre batterie à vous. On est à Vivatech 2022 cette semaine dans Monde Numérique.
Et on va parler du thème vedette, véritablement. Le métavers. Métaverse, crypto, NFT, Web3, à tous les étages cette année au Salon de la Technologie. Le patron de la plateforme chinoise de crypto-monnaie Binance, par exemple, a fait un tabac en intervenant sur scène pour une conférence. Et puis, sur les stands des grands groupes, on parle aussi métavers. Même sur le stand, par exemple, du groupe LVMH, qui possède des marques de luxe, Louis Vuitton, Bulgari, Tiffany, etc., et qui s'intéressent au sujet du métaverse. Ils ont créé même un avatar baptisé Livy, censé incarner la marque dans les mondes virtuels. Alors j'ai demandé aux représentants de LVMH pourquoi ils s'intéressaient autant à ce fameux métaverse. Réponse d'abord de Franck Lemoal, directeur IT et technologie du groupe LVMH. On est en train d'investir sur la partie NFT, Web 3.0 et Metaverse, non pas pour faire plutôt des coups, mais dans une vision un peu transversalisée. Ce qu'on essaye de faire, c'est de raconter une histoire qui va commencer à l'origine. Donc la blockchain, le NFT, le Metaverse, la crypto, pour nous ça fait un tout cohérent. Donc on regarde ça, voilà, on commence à regarder ça. On veut pas que ça soit effectivement quelque chose qui soit éphémère. On veut que ça rentre dans un processus qui va être un processus de long terme, notamment pour, je dirais, mieux suivre nos produits. C'est très important la notion d'origine, d'authenticité dans le monde du luxe. C'est très important aussi, effectivement, une fois de plus, l'interaction et l'expérience avec les clients. Et on pense que le NFT, on pense que le Metaverse, on pense que le Microverse sont des choses qui vont permettre d'apporter un univers d'expérience à nos clients ou à un certain nombre de clients. Donc on veut effectivement regarder ça. On est prudent, on commence, mais on a une vision, je dirais, déterminée sur le long terme. Et on pense que ça va renforcer et apporter. Une fois de plus, c'est pas pour se substituer. L'objectif n'est pas de remplacer des produits physiques par des produits numériques. L'objectif n'est pas de remplacer des magasins par du pur métaverse digital, mais c'est de venir quelque part créer, complémenter et apporter une nouvelle orientation, un nouveau canal ou une nouvelle expérience. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. On est au début, on est prudent, on veut faire attention, on ne veut pas dégrader l'image de nos produits, on ne veut pas dégrader l'image de notre qualité et de notre relation client, mais volontairement et avec engagement, on va regarder ça de très près. Mais alors comment un groupe hyper classique et traditionnel comme LVMH, qui n'a rien d'une entreprise numérique, peut-il se lancer sur ces nouveaux secteurs où par définition il n'y connaît rien ? Réponse de Laetitia Roche-Grenet, directrice Open Innovation chez LVMH. Nous, la façon dont on fonctionne dans le groupe, c'est vraiment de travailler avec des sociétés qui, elles, sont expertes dans le 3D et le métaverse pour réfléchir comment nous, ensemble, on peut co-construire des solutions qui nous permet de garder cet équilibre subtil entre héritage, histoire, mais modernité et rester à la pointe en même temps. Pourquoi vous intéressez autant au métaverse ? Vous, comme d'autres groupes plus traditionnels, Carrefour a fait des choses, etc. Bon, c'est pas le même registre que LVMH, mais c'est quoi ? C'est pour faire brancher ? C'est parce que c'est la mode du moment ? Ou c'est parce que vraiment vous imaginez qu'il va se passer quelque chose ? Ou simplement pour savoir ? Alors, à l'innovation, on est là pour regarder les tendances et les choses qui se passent. Donc, voilà, ça existe, donc on regarde. C'est vrai que dans notre approche, on est beaucoup... le fait de travailler avec des startups nous permet de tester, de faire ce qu'on appelle les proof of concept, et puis ensuite de lancer des choses. Nous, évidemment, ce qui compte, c'est la façon dont on va exécuter ces concepts. Peut-être vous avez vu aussi sur notre stand la montre Bulgari. C'était une idée d'un talent du groupe a eu en 2017, donc c'est pas nouveau, on regarde quand même depuis un petit moment. Et ce projet est devenu réalité. Et aujourd'hui on a lancé cette montre Bulgari, la plus fine au monde, avec un NFT magnifique en face. Qu'est-ce que vous imaginez concrètement comme développement ou application liée au métavers et au NFT par rapport à vos marques ? Alors, il y a une multitude d'applications possibles. Et encore une fois, c'est pour ça que si vous regardez sur le stand, le métavers, c'est quelque chose d'extrêmement large. On parle de NFT, il y a de la crypto-monnaie, on a du gaming, on a de multiples choses. Et justement, ce qu'on fait en ce moment dans notre co-construction avec ces startups et ces innovations, c'est d'essayer d'imaginer différentes choses. Donc, dans les choses que vous voyez, le NFT, déjà, ça, c'est les choses qui, je dirais, les plus... on en a déjà aujourd'hui. Vous pouvez aussi aller regarder chez Vuitton, où on a une démonstration qui est assez incroyable, où on peut rentrer en interaction avec un avatar, mais en direct. Donc imaginez les applications dans les boutiques pour pouvoir parler à un vendeur alors qu'on est soi-même dans un salon et qu'on rentre dans un univers incroyable.
Voilà, donc on a une multitude de cas d'usage possibles à imaginer et qu'on construit, qu'on imagine, qu'on teste. Illustration de ce qu'un groupe comme LVMH peut faire dans le monde des NFT. Une montre qui fonctionne sous Android de la marque Tag Heuer et qui a une particularité, c'est qu'elle peut afficher vos NFT. Alors non seulement les afficher sur le cadran de la montre, ce qu'on appelle le watch face, mais également certifier que vous en êtes bien le propriétaire. Comme ça, si vous possédez par exemple des Bored Apes, les fameuses images de singes en NFT, eh bien vous pourrez les arborer fièrement au poignet auprès de vos amis. Ça fait rêver? Écoutez les explications de Renan de Guerre-David de Tag Heuer. On est aujourd'hui à la 4e génération de montres connectées chez Tag Heuer, qui a été sortie en mars dernier avec différents modèles, un de 45 mm, un de 42 mm. Et chez Tag Heuer, on a envie de mettre à profit notre héritage de 160 ans d'horlogerie en mettant en place des watch faces qui sont adaptatives. On peut avoir des watch faces qui sont à la fois chronographes, digitales, mais aujourd'hui aussi vers le futur avec il y a 3 jours le lancement des watch faces dites de NFT où on peut connecter son wallet NFT à la montre et pouvoir montrer à tout le monde que l'on possède des NFT. C'est très intéressant pour les possesseurs de NFT. Finalement, on a plus qu'une simple image, on a une certification de l'image, qu'on est vraiment le possesseur de cette image-là, avec une petite animation autour de l'image qui nous sert vraiment de proof of ownership du NFT. On peut se connecter son wallet à la montre grâce à MetaMask ou à Ledger, aux services d'authentification qui sont faits. Et si par exemple, moi je me fais voler ma montre, et au bout de 2 jours, la montre va détecter qu'il n'y a plus de connexion finalement avec tout ça, et il va dire non, c'est plus le possesseur du NFT, il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça va être supprimé de la montre. Donc dans ce cas-là, je garderai l'image, mais je perdrai l'animation qui prouve que c'est bien moi le propriétaire. C'est ça, exactement. C'est ça. Et on n'a plus le certificat d'authenticité qui est fait quotidiennement de vérification de véracité du NFT. Voilà. Quel est le marché pour ces produits? Qui sont les clients? Pour le NFT ou pour ce type de montre avec la NFT? Alors, pour la montre en général, ce sont des gens qui ont envie d'avoir une montre connectée, mais avec une élégance dedans, du luxe vraiment. On propose quelque chose qui est adaptatif pour tout le monde. Si demain j'ai envie de passer un entretien, je peux avoir cette montre connectée sans problème, elle passe très très bien dessus. Et là, pendant le salon par exemple, j'ai une montre qui a un NFT et qui me permet de montrer à la communauté NFT. Il y en a plein qui viennent aujourd'hui nous voir pour ça, qui se disent je suis vraiment content d'avoir mon identité numérique sur ma montre et d'avoir quelque chose de différent. Vous êtes les premiers à proposer ça, de pouvoir passer du numérique au physique et de pouvoir mettre en avant notre passion pour la blockchain et les NFT. Et ce sont des gens vraiment de tout âge. On a déjà vu des jeunes, j'ai vu des étudiants, j'ai vu des gens d'une 50aine d'années et même des personnes âgées qui venaient là en disant je suis vraiment content, j'ai acheté des NFT, je suis tombé là-dedans, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et je suis vraiment content de pouvoir mettre en avant tout ce que je possède et pouvoir exhiber ça finalement. Et je suis très content d'avoir enfin un produit qui permet ça. Et elle coûte combien cette montre? Alors, on a 4 modèles, un modèle de 42 mm qui vaut à peu près 1650 €. Un modèle qui en titanium ou en céramique qui vaut environ de 2000 €. Et un modèle dit Golf exclusif qui lui est environ de 2600 € et qui a la particularité d'être très ancré pour la partie golf, parce que Tag Heuer est depuis toujours très ancré dans le sport, le golf, la Formule 1. Et on peut suivre son parcours de golf avec son nombre de points, si on a fait un eagle, un par. On peut avoir le shot tracking, savoir quel type de tir on a fait, combien de coups on est arrivé au trou, combien de mètres il reste, avec tout l'environnement en 3 dimensions des parcours de golf qui existent. Pour le genre de golf, c'est un produit qui est vraiment incroyable. Alors si j'ai bien compris, si vous vous faites voler votre montre, au moins vous ne vous faites pas voler le NFT qui est dedans. Allez, on va terminer par une cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, avec une imprimante 3D pour la pâtisserie présentée à Vivatech, car c'est une imprimante pas comme les autres, une imprimante capable de fabriquer des pâtes pour les gâteaux ou pour les quiches de toutes les formes.
Et c'est une vraie innovation technologique française qui vient de Normandie, car ça constitue une avancée par rapport aux imprimantes 3D de pâtisserie qui existent déjà sur le marché. Explication de Marine Corbeillet, l'inventrice de la pâtisserie numérique. Cette imprimante 3D, elle s'appelle Patisserie, Patis 3 en français, et elle est là en fait, c'est pour les professionnels, c'est pour leur permettre en fait de réaliser des biscuits de n'importe quelle forme à partir de n'importe quelle recette de pâtisserie française, et cela sans additifs. Et ça n'existait pas ? Non, en fait, l'impression 3D alimentaire, c'est une technologie qui existe depuis plusieurs années, mais elle n'est jamais vraiment sortie des labos, ou en tout cas les solutions qui ont été proposées, c'est des solutions qui utilisent beaucoup de gélifiants, beaucoup de sucre, donc en fait où on a des choses pas bonnes à manger. Et d'ailleurs, dans mon parcours de pâtisserie, je me suis rendu compte que les chefs me disaient souvent, ceux qui connaissaient cette techno, ouais c'est intéressant mais c'est dégueulasse quoi, donc on ne peut pas utiliser ça. Et alors en quoi votre machine, elle, fabrique des biscuits pas dégueulasses ? Eh ben justement, on a mis au point en fait un procédé qu'on a breveté. Alors on l'a pas inventé initialement, mais on a réadapté ce procédé à l'alimentaire, qui consiste en fait à réduire les effets de la gravité. Une pâte à gâteau, c'est un matériau visqueux, donc ça a du mal à se tenir en place. Généralement, vous pouvez pas monter vraiment en hauteur des couches, sauf si vous arrivez à diminuer la gravité. Alors on le fait ça grâce à une matrice alimentaire poudreuse qui maintient en place la pièce avant qu'elle soit cuite et qu'elle devienne solide. Alors vous imprimez à l'intérieur de la poudre qui sert de réceptacle et de support. Voilà, c'est ça exactement. C'est assez classique dans les technologies d'impression 3D à base de poudre. On n'a pas des supports comme dans l'impression 3D à filament où on voit souvent des petites barres dans tous les côtés. Là, la poudre, elle auto-supporte le produit. Donc en fait, on peut comme ça monter au fur et à mesure si on rajoute de la poudre et on maintient un peu comme des murs qui viennent bloquer le produit en place jusqu'à ce qu'il soit solide. Un peu comme dans du sable sur une plage, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est exactement le jeu du sable. Le sable, il a juste cette coulabilité géniale. Quand on sort du sable, la poudre, elle s'échappe, elle tombe de chaque côté. Et ben là, c'est exactement pareil. Quand on retire le biscuit de la matrice et du bac, tout tombe de chaque côté. Et cette poudre, elle est recyclable, donc réutilisable à chaque fois, et elle est parfaitement comestible. Alors cette machine, elle est utilisée par qui, pour faire quoi aujourd'hui ? La machine, elle est prévue, on l'a dimensionnée vraiment pour les boulangers, pâtissiers professionnels, les artisans, les restaurateurs, les hôtels, pour leur faire gagner du temps. Donc elle est capable de faire à peu près l'équivalent de 300 tartelettes par jour. C'est mieux que d'acheter des produits tout faits qui viennent d'une usine ou je ne sais où ? Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir leur permettre de produire 100% localement et de maîtriser complètement leurs recettes. La biscuiterie, le tour, en fait, ça s'appelle dans le métier. C'est des tâches qui prennent beaucoup de temps et sur lesquelles il n'y a pas forcément une grande valeur ajoutée. Donc, c'est leur permettre de leur libérer du temps pour pouvoir se concentrer sur l'assemblage de textures, saveurs, couleurs, qui est vraiment le truc qu'on adore dans un gâteau. Et voilà, et là où ils s'éclatent aussi, quoi. Alors j'imagine que c'est un investissement, malgré tout, ça coûte combien une machine comme ça ? On loue la machine 500 € par mois. Ça peut pas être une machine très chère, parce que personne va acheter un gâteau 2 fois plus cher parce qu'il a une pièce imprimée en 3D dedans, ça serait ridicule. Le principal, c'est de venir les soulager, et un gâteau individuel, ça vaut 4, 5, 6 €. Donc il faut faire petit prix. C'est sur cette innovation qui met l'eau à la bouche que se termine le numéro 52 de Monde Numérique, spécial Vivatech 2022. Voilà, j'espère que la balade vous a plu, avec cette petite sélection d'innovations, un peu dans tous les domaines. Et on le voit, Vivatech, c'est carrément du 360 au niveau des différentes thématiques abordées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Monde Numérique. Merci encore pour votre fidélité. Surtout, faites connaître ce podcast autour de vous. Abonnez-vous et téléchargez tous les épisodes chaque semaine. Monde Numérique, c'est une émission complète de 40 minutes tous les samedis matins, plus des bonus. À noter que Monde Numérique est désormais disponible sur Radioline, qui est l'un des plus gros portails de podcasts au monde, accessible notamment en voiture via l'application Radioline. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. À samedi prochain.